Rebonjour à tous et à toutes. Merci à tous de revenir sur la vidéo de la GEM, notre entretien avec Monsieur Fagon. Je vous invite à revoir la toute première partie sur toute la partie parcours et méthodologie de l'histoire énergétique et environnementale, qui sont les sujets de Monsieur Fagon. Cette deuxième partie va s'intéresser à des questions plus de fond, sur les sujets qu'aborde Monsieur dans sa thèse, afin d'avoir du coup toute une petite partie plus historique du coup, sur l'histoire du nucléaire dans le Rhône entre les années 50 et 90. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que l'idée d'avoir du nucléaire civil apparaît un peu dans le monde, et à partir de quel moment en France ça apparaît comme un enjeu et comme une solution possible? Alors pour parler de nucléaire civil, pour le départ, je vais devoir parler de nucléaire militaire aussi. Parce que la distinction, même encore aujourd'hui, n'est pas très claire, hein, quoi qu'on en dise. Et surtout, elle est inexistante au départ. Pour faire très rapide sur les grandes étapes, en fait, le nucléaire, les premières recherches sur que ce soit les premiers rayonnements, etc., de la fin du XIXe siècle. Ensuite, on a la mise en évidence des éléments radioactifs par Pierre et Marie Curie au début du XXe. Et en fait, assez rapidement, des éléments comme le radium, par exemple, sont utilisés. On a les premières normes internationales qui sont éditées dans les années 20 autour de l'utilisation de ces éléments radioactifs dont on connaît la dangerosité. Hein. On a des notes, par exemple, le personnel de Pierre Curie qui se brûle en gardant des éléments radioactifs dans sa main et dans sa poche en les oubliant en sortant de son laboratoire. Une partie des affaires des Curie sont encore d'ailleurs irradiées. On a une conscience en fait de ces éléments-là au niveau scientifique. La chose importante, c'est que ce sont des éléments radioactifs, mais on n'a pas encore mis en évidence ce qui sert de base, parce que peut-être que j'explique un tout petit peu le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Le principe de base, c'est la fission, la réaction de fission d'éléments radioactifs, qui, c'est ce qu'on découvre dans les années 30, peut entraîner une réaction en chaîne. C'est-à-dire qu'avec un élément radioactif, un atome qui se casse, vous pouvez avoir le dégagement et un peu plus de deux, c'est un tout petit peu plus que deux autres atomes qui vont se casser, libérer de l'énergie, etc. Et cette réaction en chaîne, si elle est contrôlée, produit de la chaleur et on récupère la chaleur. C'est tout simplement ça, une centrale nucléaire. C'est une grosse bouilloire, globalement. Et cette mise en évidence, en fait, date des années 30. Et se fait en grande partie, alors en partie en Allemagne et en partie en France. C'est intéressant, c'est que les premiers brevets entourant le nucléaire sont déposés en 1939 au Collège de France par une équipe autour de Frédéric Joliot-Curie, qui est le gendre de Pierre et Marie Curie, qui va avoir un rôle très important après la guerre, j'y reviendrai peut-être. Mais en tout cas, donc on a cette mise en évidence scientifique, et ensuite la Seconde Guerre mondiale va en quelque sorte servir d'accélérateur, avec la mise en évidence d'abord de la possibilité de faire un réacteur, de faire ce qu'on appelle une pile. On empile des éléments radioactifs, on enlève les barres de sécurité, et ça lance une réaction en chaîne, et quand on remet certains éléments, des modérateurs, on arrête la réaction, et en théorie, la réaction s'arrête. Ces éléments-là, en fait, sont mis en évidence aux États-Unis. Il y a beaucoup de scientifiques internationaux qui travaillent sur ces questions, mais c'est le projet Manhattan qui va servir d'accélérateur, à la base pour produire une bombe. Et en fait, la première production, finalement, réelle d'électricité d'origine nucléaire, c'est 1951. Aux États-Unis, le réacteur d'Arco. Donc c'est finalement 6 ans après les premières bombes atomiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'idée finalement que c'est une manière d'utiliser un peu une sorte de sous-produit des réactions, parce que c'est une manière d'utiliser la chaleur. Comme dans n'importe quelle centrale thermique, en fait. C'est produire de la chaleur, faire fonctionner une turbine qui tourne et qui produit l'électricité. Donc en fait, que ce soit du charbon, que ce soit du fioul ou du nucléaire, c'est la même chose, c'est le même principe. La seule différence, c'est la complexité des systèmes de protection et bien sûr les risques encourus. Le rendement vraiment thermique est assez faible en fait par rapport à la quantité de chaleur qu'on émet. C'est un peu le problème, c'est que ça produit beaucoup de chaleur en fait. C'est un des éléments importants que j'ai vu dans ma thèse et qui est un problème actuel d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin de refroidissement. Parce qu'en fait, on utilise, il y a beaucoup de calories en fait, qui sont relâchées d'une manière ou d'une autre dans l'environnement, ce qui peut provoquer des problèmes. Par contre, effectivement, en termes de concentration, on a une très forte concentration de potentiel énergétique. Mais donc, 1951, c'est la première production d'origine nucléaire.
aux États-Unis, qui était considéré comme théoriquement faisable, mais qui est réalisé à ce moment-là. Mais la France, en fait, prend, entre guillemets, un virage nucléaire dès 1945, dès la sortie de guerre. Ce qui est intéressant, je vais me limiter au cas français parce que c'est déjà assez compliqué, mais en fait, les équipes françaises qui travaillaient avant la guerre se sont dispersées pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été très peu associées en fait, aux recherches qui ont été menées notamment au Canada. Mais en 1945, au moment de l'explosion des premières bombes, la première bombe gadget, qui est une bombe test, et ensuite les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, ce sont des scientifiques et des fonctionnaires qui ont participé au développement avant-guerre, qui vont demander à rencontrer De Gaulle rapidement pour essayer de le convaincre justement de la nécessité de reprendre la recherche sur cette question-là. Et c'est quelque chose qui a été étudié notamment par une historienne qui s'appelle Gabrielle Hecht, qui est le grand nom des recherches sur le nucléaire en France, qui a montré qu'en fait c'était aussi une manière d'associer le nucléaire à une sorte de retour de la grandeur de la France. Et on a tout un discours sur le fait qu'en fait ce n'est pas une énergie comme les autres, parce qu'elle est censée porter un projet de grandeur, un projet de renouvellement après la Seconde Guerre mondiale de la France pour en faire une puissance sur le plan international. C'est une énergie de l'espoir. Il y a cet aspect-là, il y a aussi de la destruction, puisque c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de morts à Hiroshima et Nagasaki. On y reviendra, mais voilà, il y a aussi cet aspect-là, cet aspect très ambivalent. Mais c'est porteur surtout d'une promesse, ce qu'elle appelle un régime technopolitique, c'est-à-dire qu'en fait c'est de la science et de la politique mélangée. Bon, ce qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, hein, que ce soit le projet du Concorde ou le projet Ariane, etc. Mais de fait, pour le nucléaire, ça s'applique particulièrement bien, parce que les scientifiques font de la politique aussi, ont conscience, en tout cas dans les années 50, sont en quelque sorte investis d'une mission de développer le nucléaire en France pour ces questions de grandeur et de rayonnement. Et aussi, est-ce que faire de la politique, c'est aussi un moyen de trouver justement des personnes dont le projet pourrait plaire? C'est-à-dire que s'ancrer dans la politique, c'est pas aussi trouver des soutiens dans la politique. En faisant de la politique, forcément, on trouve des... Alors oui, oui, parce que la promesse justement de renouveler en quelque sorte la place de la France sur le plan international, c'est important. Après, finalement, ce discours-là va à ses limites parce que jusqu'en 1952, en fait, ce sont surtout des travaux de pionniers. Ce sont des petits réacteurs de recherche qui sont construits principalement en banlieue parisienne. L'idée, c'est d'arriver à produire, à montrer qu'une réaction en chaîne contrôlée est faisable en France. Et à partir de 1952, on a un tournant industriel qui est très important, avec le vote du premier plan quinquennal de l'énergie atomique, grâce à des soutiens politiques, grâce aussi à comment dire, une reprise en main aussi des instances du nucléaire qui sont créées. 1945, c'est la création du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, qui est chargé de ces questions-là, qui est chargé de mener la recherche. Il a le monopole sur la recherche nucléaire. C'est simplement par rapport aux autres pays, la création du CEA en 1945, c'est plutôt dans la même dynamique que d'autres pays, c'est plus en avance, c'est plus en retard? C'est en parallèle, alors les Américains, donc les États-Unis avaient déjà développé leur propre système et autour du projet Manhattan. Les Britanniques en fait avaient participé en partie au projet, avaient eu des retours d'expérience, donc avaient pu bénéficier d'un développement mais de leur propre filière, mais du coup ont pu avoir la bombe quelques années avant, enfin mener des premiers essais bien avant la France. Mais sinon la France fait partie effectivement de ces nations qui investissent très rapidement le nucléaire, pour les raisons que j'ai expliquées, mais aussi dans un contexte de pénurie énergétique important, avec un empire colonial qui offre aussi des possibilités de prospection d'uranium. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, même si il ne faut vraiment pas faire du nucléaire actuel, en fait, la situation avant les années 70. Le nucléaire est une option parmi d'autres jusqu'aux années 70, jusqu'au tournant des années 70, qui a ses détracteurs et qui a aussi des gens qui ne croient pas du tout au développement de l'énergie atomique. Et en fait, l'idée, donc, c'est que 1952, on a ce tournant. Alors, pour plusieurs raisons, c'est qu'on a aussi une reprise en main politique du commissariat à l'énergie atomique par des personnalités qui s'opposent en fait à leurs prédécesseurs. Pour faire simple, entre 1945 et 1951, le responsable scientifique du CEA est toujours Frédéric Joliot-Curie,
qui est communiste, qui est sympathisant communiste, qui refuse de développer le nucléaire militaire pour des raisons pacifistes et aussi pour le fait qu'il est persuadé que dans le contexte de début de guerre froide, le développement du nucléaire en France vise à terme à frapper l'Union soviétique. Vous avez aussi au sein du CEA des gens qui s'opposent au développement de cet aspect militaire pour des raisons pacifistes également. Et en fait, à partir de 1951, 50 et 51, à deux dates, vous avez les deux têtes du CEA qui, l'un meurt et l'autre est renvoyé. Et donc c'est l'occasion d'une reprise en main autour d'un personnage qui va être très important pour les années 50 et 60, qui s'appelle Pierre Guillaumat, qui est un gaulliste historique, passé par le renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a une conception très personnelle du service de l'État et qui donc estime que voilà, le nucléaire est une chose trop importante pour être laissé à des politiques et doit se développer de manière autonome avec tous les moyens qu'il faut. Et Pierre Guillaumat va donc orienter le CEA vers la production de plutonium en attendant de voir ce qu'on peut en faire. Et c'est un peu tout le jeu en fait, des années 50 jusqu'à 1958, c'est que dès 1952, on a un plan quinquennal de l'énergie atomique qui dit on doit produire du plutonium, on verra ce qu'on en fait. Peut-être un usage militaire, mais la question n'est pas tranchée, et l'idée à l'origine, c'est de dire on en fera un usage civil, on le mettra dans des réacteurs. Et de fait, la décision en fait, dès 1954, en pleine 4e République, est prise de manière officieuse, mais n'est jamais vraiment actée, officialisée, sur le fait qu'en fait, l'objectif est quand même de produire du plutonium pour une bombe atomique, dont les premiers essais auront lieu en 1960. Et donc ça, c'était donc ces deux premières phases. Première phase 45-52, une phase scientifique de recherche. 52 jusqu'au milieu des années 60, on est plutôt dans le développement centré sur la bombe atomique avec l'apparition d'EDF qui va, à partir de 1956, produire un tout petit peu d'énergie d'origine nucléaire. Les premiers essais ont lieu le long du Rhône, à Marcoule, c'est pour ça que aussi je me suis intéressé à cette question. Et jusqu'à la fin des années 60, en fait, on a un développement finalement assez timide du nucléaire en France, pour différentes raisons. Beaucoup de modèles différents sont possibles. Les années 60 sont un temps de pétrolisation de l'économie et donc le pétrole est très peu cher, donc le nucléaire n'est pas vraiment rentable. Et en plus, les accidents s'enchaînent. On a beaucoup de problèmes techniques en fait, avec les réacteurs en place. Donc on a cette deuxième phase voilà, de développement en attendant finalement la rentabilité, puisque c'est une option parmi d'autres qui est très poussée par certains à la tête d'EDF à partir du milieu des années 60, mais qui reste une option qui attend en fait son heure en quelque sorte. Et finalement, on se doute avec où vous voulez en venir, c'est la crise du pétrole qui va faire violence qui ne va pas rentabiliser le nucléaire, mais qui va juste rendre plus déficitaire le pétrole. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le plan Messmer de 1974, c'est l'annonce par le Premier ministre, Pierre Messmer, du lancement de la construction massive de centrales nucléaires en France. Ce plan Messmer qui aujourd'hui d'ailleurs conditionne la quasi-intégralité des centrales qu'on a actuellement en fonctionnement. Puis maintenant il y a aussi le père de Flamanville qui s'est rajouté, mais toutes les centrales en fonctionnement datent de cette période. Mais toutes ne datent pas exactement du plan Messmer, puisqu'en fait le plan Messmer en fait, est une accélération d'un processus qui s'est lancé en 69-70, où la décision est prise en fait, de passer déjà à une accélération du nucléaire. Par exemple, le long du Rhône, la centrale du Tricastin date d'avant le plan Messmer. La centrale du Bugey date également d'avant le plan Messmer. En fait, c'est plus une accélération qu'un tournant. Et c'est assez souvent d'ailleurs le cas en histoire. Les dynamiques on a toujours une date qui marque une rupture, mais qui en fait cette césure prend racine en fait dans des origines déjà de manière plus lointaine. Voilà. Et donc aujourd'hui, pendant longtemps, ça a été totalement nié, notamment par les acteurs d'EDF, etc., par Marcel Boiteux qui était à la tête de l'EDF à l'époque. Mais aujourd'hui, on sait vraiment bien que le plan était prêt, tout était prêt, et qu'on attendait la rentabilité en fait, et on attendait une occasion politique aussi pour passer à ce tout nucléaire qui est un choix radical en fait, qui n'a pas été fait d'ailleurs par d'autres pays. C'est un exemple qui est intéressant, c'est que si on prend le mix énergétique du Danemark et de la France dans les années 60, et les conditions économiques globales, on est sur quelque chose de comparable. Et aujourd'hui, quand on voit les mix énergétiques, ce sont des décisions politiques et non pas du tout techniques ou faites par nécessité.
On a déjà parlé un peu des catastrophes, des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. On va parler un peu du domaine plus civil de la population, parce que ça reste quand même une énergie qui, dans le civil, sert justement la population pour la production d'énergie. Est-ce que c'est un frein pour le développement civil, justement, qui tarde à se développer dans cette première partie que vous avez expliquée dans les années 45-50, voire même après 60? C'est un frein pour le civil, ces bombardements, et donc du coup de voir que c'est avant tout, parce que c'est la toute première manifestation un peu du nucléaire dans le grand public, avant tout un outil de destruction que de production d'énergie. Est-ce que c'était un frein dans le public français? Alors, c'est une question très large, un peu compliquée parce que ça dépend des situations et ça dépend des périodes. Globalement, après 1945 et pendant la majeure partie des années 50 et début des années 60, les manifestations antinucléaires sont des manifestations contre la bombe, concernent uniquement le nucléaire militaire. Et en fait, le problème, c'est que, comme je l'ai expliqué, la distinction est assez ténue, puisqu'on produit du plutonium pour un usage à définir dans les années 50. Et puisque, deuxième raison, les premiers essais de production d'énergie, d'électricité d'origine nucléaire menés par EDF se font auprès d'un réacteur qui produit du plutonium pour la bombe, à Marcoule. Donc en fait, le lien se fait sur les mêmes sites, ce sont des savoirs qui viennent du militaire et qui se transfèrent, en fait, qui passent vers le civil, mais avec toujours une distinction qui est très faible, parce que les circuits d'approvisionnement sont les mêmes, et que, par exemple, les premiers réacteurs d'EDF sont construits avec l'aide du CEA, en échange d'un accord pour utiliser les déchets des réacteurs de production nucléaire d'électricité pour être enrichis ensuite pour servir dans les bombeurs. Donc en fait, on a une imbrication entre les deux qui n'est pas toujours facile et qui est à la fois une force et une faiblesse en fait, effectivement, du développement du nucléaire à cette époque, puisque au moment de l'implantation d'un site nucléaire, les gens pensent justement à Nagasaki, Hiroshima, etc., et une sorte de péché originel. C'est quelque chose qui revient souvent dans les sources, un truc un peu biblique comme ça, de problème originel du nucléaire. Tout début, on a déjà une présence du radium, par exemple, dans plein d'objets du quotidien dans les années 20, dans les années 30. En fait, ce sont des usages qui sont déjà présents, qui ne sont pas extrêmement démocratisés, mais qui sont dans l'imaginaire qui sont présents. Tous les mythes de transmutation ou de modification génétique, en fait, sont plutôt quelque chose qui date des années 20-30, qui sont présents dans la littérature et dans l'imaginaire. Et ensuite, à partir des années, fin des années 40 et début 50, là, c'est Superman, c'est tout l'imaginaire de Mr. Manhattan, etc. Enfin, c'est cet imaginaire totalement lié à la destruction et à la radioactivité. Mais du coup, cette association nucléaire, militaire et civile est tellement forte qu'on a effectivement une imbrication complète, y compris dans les oppositions. Même si, à partir des années 50, en fait, on a la volonté justement de mettre en avant le nucléaire pacifique. C'est ce qui va être incarné en 1953 par la conférence d'Atoms for Peace, qui est organisée par Eisenhower. L'idée étant, pour éviter la prolifération nucléaire, de mettre en avant le nucléaire civil. De dire, on veut éviter que d'autres pays aient la bombe atomique, mais on veut favoriser des usages du nucléaire civil en faisant de la transmission de technologies, des transferts de technologies facilités et en arrêtant en fait, l'embargo sur tout le savoir scientifique à cette époque. Et finalement, les mobilisations contre le nucléaire vraiment électronucléaire se font plutôt à partir de la fin des années 60 et surtout à partir de 1971. Vous l'avez dit, la toute première petite centrale, c'était peut-être pas encore une grosse centrale, mais la première création d'électricité grâce à du nucléaire, c'était déjà sur le Rhône par EDF. C'est le sujet de votre thèse finalement, la concentration de centrales nucléaires sur le Rhône, qui est le fleuve avec le plus de centrales qui le borde. D'un point de vue politique, au début, dans les années 50, 60 jusqu'aux années 70, au moment où on commence à se développer, est-ce qu'on imagine déjà le Rhône comme un endroit idéal d'un point de vue physique ou politique, ou ça s'est fait un peu par hasard et qu'après, à partir des années 70, quand on a commencé à développer toutes les centrales nucléaires, ça s'est fait de manière traditionnelle? En fait, dès les années 60, vous avez des prospections systématiques pour réserver des sites et pour envisager les différents sites pour construire une centrale. Parce qu'en fait, ma question de pourquoi une centrale est à tel endroit, un ingénieur vous répond très facilement, c'est juste parce qu'il y a de l'eau.
il y a de l'espace aussi, parce que c'est très lourd une centrale nucléaire. Et je ne sais pas si vous avez déjà été le long du Rhône, c'est très encaissé en fait. On a assez peu d'espace disponible même pour des activités. Les activités industrielles, il y a des sites en fait et des conflits d'usage. Donc on a peu d'options finalement pour implanter une centrale. Mais la deuxième question, c'est qu'en fait, certes, vous avez la disponibilité en eau, mais ce n'est pas parce que de l'eau est disponible ou ce n'est pas parce qu'une ressource est disponible qu'elle est utilisée. La décision est politique. Et ce n'est pas parce qu'un pays regorge de charbon, par exemple, qu'il va développer on a vu le développement de l'industrie et de l'industrialisation. C'est toutes les questions qu'on a en histoire justement sur pourquoi l'Angleterre. D'autres pays ont du charbon et d'autres ne l'ont pas fait. Donc on a des critères politiques, des critères économiques, des faisceaux de facteurs en fait. Et la destinée nucléaire entre guillemets du Rhône est une construction assez intéressante qu'on voit émerger dans les discours à partir de la fin des années 50, début 60. Et c'est justement le moment, ça va arriver très vite avec le moment de l'installation de la première centrale autonome, cette fois-ci d'EDF, où vraiment c'est EDF qui a sa propre direction, qui n'utilise pas un réacteur du CEA. Là, c'est vraiment la première implantation sur le Rhône d'une centrale, c'est le Bugey, en 1964. Il y a déjà eu d'autres centrales EDF, sur la Loire, dans le nord de la France, dans les années 50, mais la première implantation, c'est 64, le long du Rhône. C'est un réacteur, parce qu'une centrale peut avoir plusieurs réacteurs, il y a aussi cette distinction importante. Mais en fait, c'est à ce moment-là, on commence à dire, le Rhône était fait, auparavant les Alpes étaient faites pour l'hydroélectrique, et en fait, est-ce que ce n'est pas le fleuve idéal pour le nucléaire? Et c'est un discours qui en fait prépare, en quelque sorte, la nucléarisation massive, qui n'a aucune nécessité, en fait, qui n'est pas une nécessité, qui n'a pas de... On reconstruit a posteriori une sorte de téléologie en se disant que c'est un fleuve idéal parce qu'il y a beaucoup de débit, parce que c'est un fleuve transnational, parce qu'on a un régime en plus, un régime niveau-nival, donc l'eau est froide et abondante en été, donc en fait on peut facilement refroidir les installations. En soi, il n'y a aucune nécessité à implanter des centrales nucléaires. C'est-à-dire que les autres fleuves, d'un point de vue géographique, pouvaient très bien accueillir... Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas dire que d'autres fleuves auraient pu le faire, auraient pu accueillir d'autres centrales. La Loire compte de nombreux réacteurs, la Garonne, il y avait des projets également le long du bassin méditerranéen qui n'ont pas été faits, Frontignan, etc. C'est l'idée que c'est pas parce qu'on a ce critère géographique qu'on a la nécessité d'implanter du nucléaire, que c'est un discours en fait qui est aussi à déconstruire. Ce qu'on trouve aussi, c'est une notion d'aménagement du territoire. Il faut voir que le nucléaire s'ancre dans toute son époque. J'ai déjà parlé de la pétrolisation, des liens avec le pétrole, etc. Ça s'ancre aussi dans la période de l'aménagement du territoire et de la planification. Et on construit l'idée du nucléaire comme étant idéal pour le Rhône, parce qu'en fait, on estime que vous avez du charbon dans le nord, qu'on peut utiliser par exemple, on a des essais de marémotrices, d'usines marémotrices au nord, etc. Donc l'idée, c'est que l'est de la France pourrait plutôt fonctionner, on aurait une partie au charbon et une partie au nucléaire. Voilà, pour équilibrer les espaces, parce que ce serait pratique, en fait, et que dans une conception où on découpe la France en morceaux, en fait, c'est un beau secteur pour faire du nucléaire. Autant physiquement, mais aussi du coup dans l'identité, de donner à chaque région une identité énergétique. Il y a un peu cet aspect, oui. C'est ce que j'ai trouvé étonnamment comme justification. Après, ça reste un discours aussi, mais c'est ce que j'ai trouvé comme justification de la part de responsables de l'implantation du budget dans les années 60. Et alors par contre, pour le développement des barrages, le problème justement, entre guillemets, c'est un problème pour les autorités du nucléaire, c'est que les barrages se développent en même temps que le nucléaire. La Compagnie nationale du Rhône, c'est aussi une spécificité qui m'a intéressé dans ma thèse, c'est que 1945 c'est le CEA, 1946 c'est EDF. EDF, c'est la concentration d'à peu près 2000 entreprises de production et de distribution d'électricité. Et quelques rares petites entreprises y échappent, toutes petites, et une assez importante y échappe, c'est la Compagnie nationale du Rhône. Normalement, elle aurait dû être intégrée à EDF. Mais c'est une entreprise qui va, pour des raisons politiques et pour des raisons de poids notamment du maire de Lyon, va survivre et garde la concession du fleuve. Et donc ça pose un problème, c'est-à-dire que pour utiliser l'eau du fleuve, en théorie, il faut demander à la CNR aussi. De fait, dans les archives, on ne l'a jamais consulté. Mais donc les barrages sont développés à partir des années 50 en parallèle du nucléaire. Et donc on a un fleuve qui change aussi au cours de la période et qui est modifié par les barrages
et aussi par le nucléaire, et aussi par ensuite d'autres usages, des modifications en fait de canaux, etc. Est-ce que déjà à l'époque on a une conscience environnementale, on se questionne sur les conséquences de telles installations sur l'environnement, autant humain qu'animal, mais même aussi sur la flore? On se questionne ou ça vient bien plus tard? Alors, ça dépend si on parle d'environnement ou pas. La conscience des effets et des nuisances, c'est quelque chose qui remonte aussi loin que l'industrialisation. Donc on a conscience de la modification des alentours d'un site industriel, il n'y a pas de question. Par contre, de réfléchir en termes d'environnement au sens large, c'est un tournant qui se fait au tournant des années 70, avec les premières manifestations antinucléaires qui mobilisent à partir de 1971 à Fessenheim et aussi au Bugey, qui est une des premières importantes manifestations de cette époque. Mais ce qu'on trouve dans les archives, c'est que déjà, par exemple, au moment de l'installation d'un site qui s'appelle Cadarache, qui est un site de recherche militaire du CEA qui se situe sur la Durance, donc un affluent du Rhône, à ce moment-là, on a des craintes pour les récoltes, on a des craintes pour le vignoble qui peut être influencé par l'irrigation, on a peur pour toute l'activité fruitière. La ville d'Avignon, qui aussi est concernée par le passage à Durance, craint aussi pour les effets en aval, en cas de problème. Donc en fait, on a une conscience, mais qui ne s'exprime pas forcément par des revendications environnementales ou écologistes, comme elles le deviennent à partir des années 70, mais on a tout à fait conscience d'avoir un effet. Surtout que, comme on associe le nucléaire à la radioactivité, donc à Hiroshima et Nagasaki, et comme de l'autre, les autorités présentent les centrales comme à la fois des sites expérimentaux, mais aussi des usines chimiques classiques, selon les besoins, ça dépend des discours et ça dépend de l'interlocuteur. C'est à la fois quelque chose de très secret et de très ouvert sur l'environnement immédiat. Donc ça peut provoquer aussi des peurs assez importantes. Du coup, ça reste quand même une inquiétude avant tout sur l'environnement humain, sur le confort humain et sur les activités humaines plus qu'une conscience écologique. On a avant tout peur pour son environnement, sa ville et ses alentours, plus que la faune et la flore. Alors oui et non, parce que par exemple, on a l'essor d'un environnement global qui se fait à partir des années, justement, de la grande accélération à partir des années 50, avec l'idée justement qu'on peut avoir des effets massifs sur l'intégralité du globe, et c'est notamment issu du nucléaire. Le fait qu'on ait la capacité de détruire des villes entières et d'étendre de la radioactivité sur l'intégralité du globe, et qu'on retrouve de la radioactivité partout, c'est quelque chose qui joue un rôle dans la matrice de l'idée d'une terre commune, en fait, d'un environnement global à protéger. C'est très important et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui et qu'on a retrouvé aussi au moment de Tchernobyl, par exemple, avec le fait que le nuage s'est répandu et qu'il dépasse toute forme de frontière et pose des questions de chronologie, d'effets dans le temps qui dépassent en fait toute forme de pollution précédente. Alors moi je me suis arrêté aux années 90 aussi pour des questions de source, c'est-à-dire qu'à partir de 2000, j'ai eu quelques documents de la fin des mandats, des mandats présidentiels de Jacques Chirac, mais on ne va pas plus loin, quoi. On peut pas. Après il y a des questions juste de dépôt de source, d'accessibilité puis d'intérêt aussi pour mon propos. Donc je me suis arrêté en fait avec la fermeture du réacteur Superphénix, qui était un réacteur très très controversé dans les années 70-80, et dont l'arrêt en 97 faisait aussi une sorte de balancier entre première implantation et première fermeture d'un site entier le long du fleuve. Mais c'est toujours les problèmes aussi de la chronologie et des équilibres. Avant du coup de venir sur Tchernobyl, du coup comment ça a pu potentiellement rompre la confiance de la population dans le nucléaire et mobiliser encore plus ses inquiétudes, comment cette population du Rhône elle réagit face à ces projets d'installation de centrales nucléaires, que ça soit pas forcément d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue de l'emploi énergétique, tout ce que ça peut mobiliser comme inquiétude ou comme envie d'ailleurs chez la population. Alors c'est une question intéressante parce que justement c'était mon objectif aussi en allant au niveau local de sortir d'un biais qu'on a pu avoir lié aux sources. Pendant longtemps on a travaillé donc soit sur les archives nationales, donc les archives des décideurs, etc. Donc on n'avait pas trop accès à la voix d'opposition, sauf pour la caricaturer.
Et le problème aussi, c'est que comme on a une fermeture relative des archives, même si c'est en train un peu de changer, mais des archives des producteurs du nucléaire, notamment le CEA, c'est compliqué, à part au niveau des sites, mais au niveau central, c'est un petit peu plus complexe. EDF, l'ouverture est beaucoup plus importante. Mais en fait, pour avoir accès à des archives, beaucoup d'historiens se sont tournés vers les archives des opposants, des antinucléaires, qui étaient très contents d'ouvrir leurs archives. Mais du coup, on a des études passionnantes, vraiment fondamentales, notamment les travaux de Cécile Topçu, qui est la grande spécialiste des travaux, enfin des mouvements antinucléaires en France. De fait, elle a travaillé sur les archives des mouvements antinucléaires, ce qui a aussi centré l'attention sur ces mouvements. Et on a beaucoup travaillé sur les antinucléaires qui étaient les plus loquaces, finalement, en oubliant un aspect aussi, il y a plein de gens qui sont tout à fait contents et qui sont des relais pro-nucléaires au niveau local. Et moi, je voulais aussi essayer de retrouver ces gens-là, de retrouver des élus qui sont ravis, qui se battent pour avoir des centrales nucléaires. Vous avez des villes qui, pour des raisons de... en gros, avant 1974, on a un système de taxe professionnelle qui est différent d'aujourd'hui. La ville d'implantation récupère tout l'argent. C'est pour ça que vous avez des villes, des communes qui ont, notamment, c'est le cas pour le budget, qui date de 1964, la commune est richissime. Pendant très longtemps, elle pouvait avoir des installations, on parlait d'un émirat, au niveau des émirats pétroliers en fait. On a des traces dans les archives de villes, de maires qui font du lobbying pour essayer d'avoir une centrale nucléaire. À l'inverse, vous avez d'autres villes qui refusent, et vous avez par exemple vous avez le cas par exemple d'une centrale qui s'appelle Cruasmes qui est en Ardèche, où une des communes était pour le nucléaire et l'autre était contre la centrale. Avec en plus dans l'une le maire qui était pour, dans l'autre le curé qui était opposé. Et donc vous aviez comme ça des vieux rapports de force quasiment, ça fait très 19e, le curé contre le maire, etc. Enfin, vous avez des guerres de clochers comme ça à propos de l'implantation de ce que certains donc voient comme une industrie qui est pourvoyeuse d'emplois et d'impôts, et de l'autre comme un risque et une implantation de haute technologie qui pose des risques importants, des pollutions, et qui ensuite modifie aussi alors, beaucoup de choses. J'ai trouvé par exemple des maires qui se plaignent de la modification socio-professionnelle de leur commune, parce que, et ça c'est quelque chose qui devrait être fait, si vous avez un jour envie de travailler sur ces questions-là, il faudrait le faire, de voir l'évolution des conseils municipaux après l'implantation d'une centrale. Parce que c'est quelque chose dont on a discuté avec des chercheurs qui sont spécialistes du nucléaire, on le voit, mais c'est à démontrer encore, c'est facile à faire je pense, on voit l'implantation des ingénieurs qui, une fois que la centrale est implantée, rentrent dans les conseils municipaux, modifient les rapports politiques en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a fait totalement basculer des communes, des régions comme ça sur le très long terme. C'est une modification sociologique en fait importante. Et il y a des maires qui en ont conscience et qui refusent ça. Vous avez aussi des problèmes d'expropriation, puisqu'une centrale nucléaire, ça fait quand même nombreux hectares. Les plus grandes implantations, c'est des usines d'enrichissement, là, c'est des centaines d'hectares. Ce sont des propriétés, ce sont des terres des viticoles, etc., qui sont expropriés, donc il peut y avoir des tensions autour de ça. La mobilisation, en fait, peut être un peu aussi pro-nucléaire, peut avoir des relais au niveau local, et c'est aussi un aspect qui est important à travailler. Est-ce qu'au-delà d'habitants qui sont ravis, d'habitants qui sont contre, vous avez des témoignages d'habitants qui ne sont pas forcément sans avis, mais qui sont quand même plus nuancés, parce qu'on a quand même l'habitude, dans ce genre de conflit, d'avoir forcément les deux extrêmes, pro et anti. Mais qu'en est-il du coup forcément des personnes qui sont plus nuancées, qui cherchent peut-être à attendre de voir ce qui se passe, ce qui se dit? Alors le problème c'est qu'elles sont moins visibles dans les archives, de fait. Ce qu'on voit aussi c'est que c'est quelque chose qui est très fréquent, d'ailleurs encore aujourd'hui sur le nucléaire, c'est qu'on discute peu finalement du nucléaire mais de ses modalités. Dans les registres d'enquête publique, donc en gros quand vous avez une implantation de centrale nucléaire, vous avez une enquête publique qui est organisée, on demande leur avis aux riverains. Et ce qui revient souvent en fait de la part d'une bonne partie des riverains, c'est pas le problème du nucléaire en soi, c'est le problème de la méthode et c'est le problème de la démocratie. C'est-à-dire que on leur a jamais demandé leur avis, on leur demande leur avis pour implanter le site, mais en fait les travaux ont déjà commencé. Ensuite, on leur demande leur avis pour est-ce que la centrale qui est construite a droit de prendre de l'eau dans le fleuve? Ensuite, est-ce qu'elle a droit de relâcher de l'eau qui est chaude? Ensuite, on fait une autre enquête, est-ce qu'elle a le droit de relâcher de l'eau avec des effluents radioactifs? Ensuite, est-ce qu'elle a le droit de relâcher du gaz avec de la radioactivité? Donc en fait, vous avez
un découpage comme ça. Et c'est quelque chose qui est, c'est fondé en droit, hein, c'est comme ça que fonctionnent les différentes procédures. C'est très très complexe pour autoriser la création d'une centrale nucléaire, mais du coup, en quelque sorte, ça noie le débat et ça facilite l'implantation, puisque l'opposition en fait se fait contre des micros aspects. Et ce qui ressort dans les registres d'enquête, c'est plutôt le fait que les gens en ont assez. À la fin, on disent mais en fait, on nous demande notre avis pour une eau. On nous a déjà demandé pour la prendre, en fait. Pourquoi vous nous demandez notre avis pour la rejeter? De toute façon, vous avez un effet cliquet, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui est important et qui en fait dépasse le nucléaire et qui concerne les grands aménagements. Et c'est en ça aussi que cette question est très très contemporaine, hein. On le voit encore aujourd'hui avec les projets d'autoroute, avec les choses comme ça. C'est en fait à quel moment en démocratie on débat d'un projet ou pas. Est-ce qu'en débattre alors que tout est décidé et que les travaux ont commencé et que finalement elle est presque finie, est-ce que c'est un débat? Dans ces cas-là, est-ce qu'on organise un débat? Est-ce qu'on perd du temps, etc. Enfin, c'est ces questions-là qui sont posées et qui fait que les questions qui sont posées par les mouvements antinucléaires dans les années 70 sont en fait beaucoup plus larges que juste une question d'utilisation de l'énergie atomique ou du nucléaire, de radioactivité. Ces questions-là sont fondamentales, c'est sûr, mais derrière, il y a la question de la démocratie. C'est ce qui explique que des entités plutôt inattendues prennent position contre le nucléaire. Par exemple, la CFDT défend l'usage du nucléaire, mais s'attaque au programme nucléaire tel qu'il est fait, parce que c'est un déni de démocratie, pour eux. Et qu'en fait, c'est l'idée que, comme on ne demande pas, on a un problème démocratique. Et il faut quand même rappeler qu'on n'a pas de débat sur le nucléaire avant les années 80 au Parlement. C'est une chose qui n'est pas débattue. On n'a pas de débat démocratique sur ces questions-là. On doit forcément avoir des représentants du peuple, donc des députés qui sont eux aussi positionnés. Donc cette installation autour du Rhône, elle se fait à l'initiative de qui avant tout, pas forcément qui le porte une fois que le projet est sur la table, mais qui revendique de l'installation d'une centrale? C'est plus l'État qui demande ou c'est le peuple à travers leurs députés qui demande l'installation d'une centrale près de chez eux? Alors c'est l'occasion justement d'appuyer sur un truc qui est très important, c'est que pendant longtemps on a considéré justement l'État et comme une entité un peu unanime, autonome, une sorte de concept. Moi, ce que j'ai voulu faire, justement, c'était partir du bas pour montrer que l'État, ce sont des entités en lutte. Il n'y a pas d'État unifié, il n'y a pas de volonté, en fait, unifiée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des luttes internes très importantes. EDF n'a pas du tout les mêmes positions, même contre direction, ils ne sont pas d'accord sur les projets à mener. Il y en a certains, il y a des groupes au sein de la direction de l'équipement qui est chargé de faire les centrales nucléaires, qui veulent développer tel modèle sur tel site. Une autre direction les laisse jouer avec, mais estime que ce n'est pas du tout des projets qu'ils vont mener. Vous avez des rapports de force entre ministères. Le ministère de l'économie, au départ, est un petit peu tiède, on va dire, sur le grand programme électronucléaire, parce que ça coûte quand même énormément d'argent. C'est un effort budgétaire important, d'argent public qui ensuite transite aussi, avec des systèmes de financement très complexes, en plus par EDF, en partie sur les marchés, en partie par l'argent public. Donc vous avez, en fait, il n'y a pas l'État. Il n'y a pas l'État central face à des pouvoirs régionaux. Il y a des acteurs en lutte avec des projets concurrents au niveau central et au niveau local. Des députés qui sont tout à fait pour, des députés qui sont tout à fait contre. Des députés, par exemple, vous avez un sénateur intéressant qui est sénateur-maire de Montélimar, qui s'appelle Maurice Pic, qui est très pro-nucléaire, mais à certains endroits, et puis qui veut quand même pas que ça aille trop loin, qui s'inquiète parce qu'en fait, il ne va pas récupérer il y aurait des problèmes de taxation et de répartition des taxes entre différents départements. En fait, ce sont des positionnements qui sont toujours qui sortent en fait du manichéisme qu'on a fait entre pro-nucléaire et anti-nucléaire. Il y a énormément de positionnements intermédiaires. Et souvent, ce qui va se passer, ce que je vois dans les archives, notamment des administrations comme l'agence de bassin, par exemple, qui est une agence qui est créée en 64, mais qui s'installe en 70, pour le cas du Rhône, et qui se positionne sur le programme nucléaire parce qu'elle s'inquiète du fait qu'on ait beaucoup de centrales le long du Rhône, justement. Et leur problème, c'est toujours de dire on n'est pas anti-nucléaire. Mais est-ce qu'on n'irait pas un peu trop loin, là, quand même? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller jusqu'aux limites de ce que peut supporter le fleuve? Parce que là, thermiquement, on arrive à un niveau où vous avez c'est 14 réacteurs en fait, qui sont installés au fur et à mesure, comme ça, le long du fleuve, qui réchauffent sans cesse. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller aux limites? Donc c'est toujours ça, c'est qu'en fait, on discute, il faut sortir, je pense que c'est aussi une manière d'en discuter politiquement, hein, sur le nucléaire, il faut sortir d'un truc de pour ou contre, en fait. C'est tellement plus complexe
est tellement plus intéressant aussi d'ailleurs d'en discuter de cette manière et de le voir de cette manière. Mais ça, par contre, ça dépasse aussi le cadre du nucléaire et de la thèse. En général, en recherche, ces entités comme l'État ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont tellement plus puissantes à décortiquer et à couper en morceaux, en fait, en quelque sorte, pour se rendre compte des intérêts divergents en interne. C'est des entités qui n'ont pas d'existence propre, en fait. On va passer à une toute dernière question. L'objectif, là, ça va être de revoir aussi un peu tous les acteurs qu'on a vus au fil du temps à travers un seul et même événement, à travers que ce soit la population, les politiques et les acteurs directement du nucléaire, donc EDF, l'ingénierie, etc. Comment la catastrophe de Tchernobyl en 86 a impacté tout ça? Quelles sont les conséquences qu'il y a eu, autant dans la confiance que dans la mise en place de sécurité ou de nouvelles centrales? Alors, ce sera l'occasion de terminer la chronologie que je n'ai pas fini tout à l'heure parce que je me suis arrêté. On avait vu donc 45-52, les pionniers, 52 années 60, les premiers essais, etc. Fin des années 60, on change de modèle et on passe au modèle actuel. On change en fait de modèle de centrale et on passe au modèle qu'on a développé actuellement. 74, le tournant, qui est en fait une accélération avec le grand plan, le projet de centrale nucléaire. Ce plan est voté sous Pompidou, il est développé sous Giscard, il continue sous le nucléaire, sous le nucléaire de gauche en quelque sorte de Mitterrand. Il n'y a pas du tout de rupture en fait de la politique nucléaire. Et en fait en 86, quand a lieu la catastrophe de Tchernobyl, en fait la plupart des centrales nucléaires, à part les dernières centrales des années 90, sont construites. En fait, les chantiers sont en cours, la plupart fonctionnent. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès 81, en quelque sorte, le coup de génie des gouvernements et de la présidence de Mitterrand, c'est d'avoir continué le nucléaire précédent sans contestation. Les contestations sont terminées parce qu'en fait, il n'y a plus rien à contester, tout est construit. Et ce qui est intéressant et qui a été étudié par une historienne allemande francophone qui s'appelle Karina Kalmar, elle a travaillé justement sur une comparaison entre l'effet de Tchernobyl en France et l'effet de Tchernobyl au Royaume-Uni. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, en France, ce n'était pas du tout un débat. Tchernobyl, en fait, n'avait pas entraîné un débat sur pour ou contre le nucléaire, il avait entraîné un débat sur quelles modalités de contrôle et d'accès à l'information on souhaite pour le nucléaire qu'on va continuer, en fait. Parce que 86, c'est la sortie du nucléaire, ça entraîne de nombreux référendums. Il y a un référendum, par exemple, dans le canton de Genève, sortie du nucléaire du canton de Genève qui avait un projet de centrale nucléaire, l'Italie, l'Autriche. Vous avez beaucoup de pays comme ça qui réagissent en fait à cette catastrophe. En France, ça devient un débat national sur l'accès à l'information et ça ne devient pas un débat sur pour ou contre le nucléaire. Les seules conséquences en fait de Tchernobyl, c'est l'essor justement autour de cet accès à l'information d'une contre-expertise. C'est la création, c'est l'idée qui est une réalité, que jusqu'aux années 80, les données sur le nucléaire sont produites et sont fournies par les acteurs du nucléaire eux-mêmes. Et qu'on a un peu un truc cyclique, en fait, un autocontrôle. Et que vous avez des entités, des gens qui sont même personnellement en poste jusqu'à la fin des années 90, qui sont les mêmes. C'est un cercle fermé. Voilà, et c'est ce qui a longtemps été d'ailleurs l'image et qui est encore un peu le cas aujourd'hui. On a un cercle, le monde nucléaire se pense un peu à part, en dehors de la société. Et en fait, le 86, la rupture, ça a été de créer des associations citoyennes scientifiques. Ce sont des scientifiques qui se sont mobilisés, qui sont des gens qui ont été formés dans le monde nucléaire, qui sont des spécialistes de radioécologie, etc., et qui produisent des données pour de la contre-expertise, pour donner en fait un point de vue extérieur. Et finalement, ça a joué notamment dans la surveillance, le suivi de l'environnement autour des sites, la mise en évidence de problèmes autour des déchets, etc. Donc c'est plutôt Tchernobyl finalement n'a pas eu d'effet du tout en France par rapport à d'autres pays, ce qui renforce cette idée de spécificité française du nucléaire qu'il faut qu'on pense en fait aujourd'hui en France. On a un rapport qui est totalement étonnant pour un étranger encore aujourd'hui. Enfin, un Américain. J'ai un membre de ma famille qui travaille dans le nucléaire et qui a fait une partie de sa formation après ses études aux États-Unis et qui m'a dit mais ils ne comprennent pas notre système. Ils ne comprennent pas. Enfin, pour eux, c'est absurde ce système. Eux, ils ont un système privé, des entreprises qui produisent sous contrôle avec des normes. Il y a des lois spécifiques qui cadenassent le système, etc.
le système français d'une exception du nucléaire, de penser la France comme un îlot, c'est historiquement situé en fait. Et on le voit dès les années 50, on le voit encore à Tchernobyl et on peut le voir encore aujourd'hui parce qu'on reste une exception en fait. Le mix énergétique français est une exception avec un taux de production d'électricité d'origine nucléaire qui est colossal par rapport aux autres pays. Cette idée du coup de ne pas remettre en question la présence du nucléaire en France suite à Tchernobyl, c'est plus effectivement parce que toutes les centrales sont déjà construites ou en construction, donc dans tous les cas, entre guillemets, ça ne sert à rien de débattre, ou c'est parce qu'en fait on a tellement d'expérience et on vit tellement avec le nucléaire que finalement on sait très bien que c'est des catastrophes exceptionnelles et qui n'arrivent pas tous les jours et que ça ne sert à rien de s'inquiéter sur une catastrophe exceptionnelle. Alors oui et non, parce que vous avez des accidents importants qui ont eu lieu, même en France. En 69, le long de la Loire, il y a eu un accident qui a été pendant très longtemps oublié, à Saint-Laurent-des-Eaux, qui a entraîné on a mis plusieurs années à récupérer le plutonium qui était sorti d'une partie des installations à l'intérieur du cœur, mais on a des accidents comme ça importants. On a un autre accident très important qu'on a oublié, 1979, à 3 Mile Island, aux États-Unis. Donc c'est pas l'idée qu'on peut échapper ou pas à un accident, en fait, parce que l'accident est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pensait au niveau théorique. C'est ce qu'ont montré ces accidents des années 70-80. C'est plutôt en France le fait que effectivement, le fait que le programme nucléaire soit déjà installé joue un rôle. Le fait aussi qu'on ait mis en place d'autres systèmes pour ce que certains historiens et sociologues ont appelé une sorte de manière de gouverner la critique, c'est-à-dire qu'on a offert des espaces de parole, on a canalisé en quelque sorte les contestations avec la mise en place de commissions locales d'information, les CLI, et finalement le fait aussi qu'on ait un mouvement anti-nucléaire qui soit pas si fort que ça en fait en France. Il a été extrêmement fort dans les années 70, avec 100 000 personnes en 1977 qui marchent contre la centrale de Superphénix, mais de fait, ça n'a pas abouti sur des mouvements aussi puissants que dans d'autres pays en fait. Et c'est des spécificités françaises qu'on n'a pas encore totalement analysées, qui interrogent les sociologues des années 70-80, qui interrogent encore aujourd'hui. Mais c'est peut-être un cadrage effectivement de la question. Et je pense aussi le poids originel de cette idée de l'indépendance de la France par le nucléaire, qui est quelque chose qu'on retrouve, cet aspect dont je parlais de 45, de directement donner, en quelque sorte, charger le nucléaire d'une sorte de mission de rayonnement de la France à l'international et de retour de la France, c'est quelque chose qui marque encore aujourd'hui tout le système et qui fait encore aujourd'hui que, même si le nucléaire aujourd'hui se développe assez peu dans le monde, on a un retour un petit peu du nucléaire, là depuis quelques années, mais après un temps de pause assez fort, même avec le développement du nucléaire, si vous regardez la part du nucléaire dans la part énergétique mondiale, c'est très très peu en fait. C'est une énergie qui est tout à fait secondaire au niveau international, mais qui en France est l'image même de l'énergie en fait. C'est exactement le concept de technopolitique de Gabriel Hecht, et cette idée-là, c'est l'identité, elle parle de l'identité de la France et de rayonnement de la France en fait, avec une blague sur le rayonnement radioactif. Très bien, merci monsieur pour votre intervention. Merci à vous pour l'invitation. Sur votre parcours comme sur le sujet de vos recherches, qu'on a vu qu'il restait beaucoup de choses à voir. Si certains étudiants sont intéressés. Alors si certains étudiants, j'ai plein de choses et j'ai même bientôt accès aux archives du CEA, puisque maintenant l'ouverture se fait un peu plus facilement, donc s'il y a des masters, alors avec plaisir, pour travailler sur des belles choses. Vous contacter alors. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième partie et d'avoir suivi les deux vidéos de cet entretien La Gemme vous questionne, épisode 2. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de La Gemme. Merci à tous.